fin 2017. J'arrive à Lyon pour mes études de son, j'écoute Dream Theater, Pink Floyd, Deep Purple, et un pote me fait découvrir des groupes comme Slipknot ou Korn. À cette époque, on peut dire que je suis déjà une sorte de vieux con élitiste qui n'accepte pas les screams et l'absence de mélodie, mais ces deux groupes vont me faire découvrir tout un pan de la musique dont je ne soupçonnais pas l'existence. Se met alors en marche une découverte des rythmes saccadés, avec la double pédale, de sons de guitare toujours plus violents les uns que les autres, de cette énergie primale qui transpire de ces morceaux, et quelques mois d'exploration plus tard, je découvre un morceau qui va totalement me faire basculer du côté obscur de la force. C'est à ce moment-là que je décide d'accorder ma guitare en drop tuning pour la première fois de ma vie, et aujourd'hui, je suis définitivement perdu dans les abysses du métal. Salut à tous, c'est Kylian et bienvenue de nouveau au studio La Bulle Bleue. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des groupes les plus populaires du métal moderne. Avant de commencer, je vous rappelle que les portes du studio sont ouvertes à quiconque souhaiterait venir composer, enregistrer, mixer, masteriser leurs morceaux. Ça peut être sur place, à côté de Tours, ou en ligne. Allez faire un tour sur notre site pour avoir toutes les infos nécessaires. Sans plus attendre, on retourne à la vidéo. Nous sommes au début des années 2000 et le metalcore au sens large du terme prospère comme il faut partout dans le monde. On retrouve alors des groupes comme Killswitch Engage, Norma Jean ou encore Unearth. Et en Angleterre, le deathcore, metalcore, punk hardcore, tout ce qui se finit encore vit sa meilleure vie dans la scène underground où de jeunes groupes émergent. Ces fameux core kids, comme on les appelle, sont la version un peu plus dark et encore plus émo des ados dont on parlait dans le pop-punk. En 2004 se forme alors le groupe qui, contre toute attente, va changer l'histoire du métal pour les 20 années à venir, Bring Me The Horizon. Matt Nichols et Holly Sykes rencontrent Limalia et ils se retrouvent très vite dans leur centre d'intérêt et les groupes qu'ils écoutent. Petite anecdote comme ça sur le côté c'est cadeau, Holly, à l'époque quand il était au lycée, il avait un groupe de musique avec un certain Alex Turner et Matt Elder, respectivement les chanteurs et batteurs du groupe Arctic Monkeys. C'est cadeau, c'est pour vous. Bref, ils montent leur groupe et décident de leur nom suite aux 12 paroles du capitaine Jack Sparrow qui déclare en 2003 dans le premier Pirates des Caraïbes « Bring me that horizon ». Rejoints par Curtis Ward et Matt Keane à la basse, ils sortent quelques mois plus tard leur premier projet qui s'appelle Bedroom Session. Ils enchaînent très vite avec leur premier EP This Is What the Age of Your Seat Was Made For. C'est long. Un projet aux influences deathcore, ultra violent, qui surpasse le besoin de technique, mais qui sonne étrangement pas si mal. On y entend un deathcore, metalcore quelque peu classique, mais avec leur rythme et groove qu'on retrouvera encore pendant quelques années. Ce projet attire pas mal l'attention sur les scènes locales et les voit alors signés chez 30 Days, un label du coin de chez Night Records. Cependant, le label Visible Noise les remarque et les signe pour 4 albums, réédite leur EP en 2005 qui va se classer numéro 41 en Angleterre et leur apporte pas mal de reconnaissance dans la scène quelque peu surchargée du corps anglais des années 2000. Fin 2006, ils sortent leur premier album, Count Your Blessings, qui montre l'envie d'aller à fond dans la musique, mais aussi le fait que ce soit un groupe très jeune, immature et inexpérimenté. Holly prend de l'expérience, on y entend pour la première fois un chant crié qui va bien au-delà du simple scream. Il y a un peu plus de mélodie et des changements de groove assez intéressants, avec notamment le superbe Pray for Plagues. Le groupe loue une maison de campagne pour se concentrer sur l'écriture. Ils enregistrent l'album à Birmingham, mais le projet est quelque peu entaché par leur beuverie excessive. Alcool, drogue, soirée. Matt Nichols déclarera « On avait 18 ans, on sortait tous les soirs ». Limalia, le guitariste, déclarera même un peu plus tard que son ampli était complètement pété pendant l'enregistrement, mais il s'en était pas rendu compte et puis ils avaient fait avec. En soutien à Count Your Blessings, ils effectuent une tournée locale en tête d'affiche en novembre. Cette tournée est suivie par une autre, en soutien à Lost Prophets et The Blackout, jusqu'à décembre 2006. En janvier 2007, BMTH réussit à jouer hors de l'Angleterre, en remplaçant Bury Your Dead,
en première partie de Killswitch Engage, l'un de leurs groupes référence en termes d'inspiration. À ce moment-là, il y a des rumeurs comme quoi les membres du groupe se créent des faux emails au nom de têtes d'affiche demandant directement de faire jouer BMTH en première partie. Cela montre une envie de réussir coûte que coûte, mais aussi une jeunesse quelque peu incontrôlable, on parle quand même d'usurpation d'identité quoi. Au final, cette première période les fait rentrer dans les discussions du milieu, malgré un premier album que certains jugeaient comme prometteur, mais peu intéressant. En 2008, ils sortent l'album Suicide Season, aujourd'hui fer de lance de la vague metalcore deathcore anglaise, mais on y entend tout de suite un shift, que ce soit en termes d'arrangement ou de composition. Ils expérimentent plus et incorporent des éléments électroniques, comme on peut l'entendre sur le premier morceau et l'intro de The Calm Down avec cette jolie batterie électronique. On y retrouve un chant moins extrême, plus clair, mais également plus souffrant, plus émotif. Côté compo, même combat, on y retrouve des passages plus mélodiques et moins condensés. Cependant, on ne se retrouve pas avec un BMTH édulcoré et dépourvu de sa fougue originelle, cette dernière étant encore bien présente, mais exprimée avec plus de talent. L'album précédent n'a pas disparu, on retrouve des passages bien condensés avec de la double pédale, des gros rythmes et des gros screams. Certains morceaux nous rappellent Count Your Blessing, comme Sleep With One Eye Open. On retrouve aussi des instants de pure violence, comme dans No Need For Introduction. Et il y a évidemment le morceau que je vous ai fait écouter en début de vidéo, Chelsea Smile, qui utilise un jeu de batterie qui les rapproche plus du metalcore moderne, plus groovy, plus facile à écouter. L'album est super bien reçu et arrive à faire surface dans un océan de deathcore où leur premier album commence à se noyer. En 2010, nouvel album, ils sortent There is a Hell, Believe Me I've Seen It, There is an Heaven, Let's Keep It a Secret. On va retrouver le groove de batterie de l'album précédent, mais on va sentir un shift dans leur direction artistique. On sent que les membres du groupe ont vraiment passé un cap en poussant toujours plus loin leur niveau de technique et de composition arrangement. Leur refrain catchy, leur groove beaucoup trop efficace et suffisamment de petits pics inattendus nous prouvent qu'on peut encore sortir de très bonnes choses au sein de cette scène surchargée de cette époque. Il faut juste garder le rythme, il faut juste garder la forme. 3 fruits et légumes par jour. 3, c'est Ouais, tout. c'est tout. Ça suffit pour faire du metalcore. Si tu veux faire de la prog et tout, faut passer à 5, tu vois, mais il faut juste maintenir le rythme et rester créatif. En 2013, après le succès de There Is a Hell, BMTH remet le couvert avec leur nouvel album, Sempiternal. Ce nouvel album est marqué par l'arrivée de Jordan Fish, qui va prendre le clavier et quelques chants, et apporte une touche beaucoup plus moderne et électronique au groupe. Premier constat, on est loin, mais alors très loin, de Count Your Blessings. 2. Le côté deathcore de There Is a Hell est bien diminué pour laisser place à un metalcore beaucoup plus moderne, destiné aux grandes salles et au stade. Le premier titre dévoilé, Shadow Moses, laisse entrevoir un potentiel album intéressant s'il se révélait du même calibre que ce morceau. Quelques breaks, des paroles faciles à retenir, un morceau rythmé. En résumé, tout ce qu'on pouvait apprécier dans There Is a Hell. Ils embrassent à 100% ce nouveau style et sortent alors 7 albums dont l'attente va être pleinement récompensée. Une grosse partie du disque utilise la même recette en diminuant encore les éléments des scores. Un nouvel album à vocation fédératrice que certains fans vont cependant qualifier de trop facile et évidemment commercial. Sempiternal oscille donc pour beaucoup entre le très bon et le moyen, mais on a toujours la patte BMTH qui permet à celui-ci d'être quand même un très bon projet. Mais pour la plupart des fans originels, ce disque souffre de quelques passages beaucoup plus fades, avec un arrière-goût de banalité et de déjà entendu. La direction est prise, la nouvelle formation est donc composée de Holly Sykes à la voix, Matt Nichols à la batterie, Matt Keane à la basse, Lee Malia à la guitare, et enfin Jordan Fish au clavier, arrangement et backing vocals.
En 2015, le groupe sort That's the Spirit, beaucoup plus court. C'est bien si je te regarde, non? Ça fait un peu le... Ouais. Je trouve que ça marche bien quand je te regarde pendant les vidéos, ouais. Est-ce qu'on s'en fait une deuxième où tu me regardes pas? Ah, ok. Comme ça, on est sûr. Comme ça, tu la prends pas. En 2015, le groupe sort l'album That's the Spirit. Beaucoup plus court. Le Deathcore est définitivement sorti de l'équation. On a un projet beaucoup plus rock avec une production quasiment pop et un chant ultra clean. Et là, problème. C'est un peu le début de la fin pour les fans de la première heure, reprochant un style cliché, prévisible, sans aucune saveur. Pour autant, au-delà de ces aspects réverbatifs évoqués, That's the Spirit possède quelques atouts dans sa manche. Happy et son chœur couplé au rythme saccadé du titre arrivent à intriguer. Because I'm happy. Ah non, c'est eux, ouais. Ouais. Ah, il y a Pharrell qui a totalement... Cela crée un écart entre l'attente des auditeurs et ce que le groupe propose. Je trouve que ce projet est l'exemple parfait d'un album solide, en avance, mais qui, pour l'auditeur, n'est pas sorti du bon artiste. Je suis persuadé qu'un jeune groupe qui sort That's the Spirit se fait remarquer. Il n'y a qu'à voir les images de concert et le nombre de nouveaux fans que cet album a ramené. T'as déjà vu des images du live en 2016 là? C'est assez monstrueux, hein, ça fout les poils. Hein. Ah ouais? Ah, c'est fou. En 2016, ils se produisent au Royal Albert Hall avec un orchestre, en réarrangeant tous leurs morceaux dans un mix orchestre classique metal qui fonctionne hyper bien. À titre personnel, je citerai les morceaux Shadow Moses et Doom, qui sont des versions dont je me tape la vidéo assez régulièrement juste pour kiffer quoi. L'intro de Doom est une adaptation du morceau avec juste l'orchestre qui fout complètement les poils, comme le reste du morceau d'ailleurs. Pour terminer définitivement les fans dubitatifs, le groupe sort Amo en 2019 et là c'est la guerre. Incompréhensible pour certains, catchy pour d'autres, le groupe de Count Your Blessing a définitivement disparu. On écoute un groupe de pop rock calibré pour la radio. On sait plus où ils sont. Et je vais lancer un débat et j'attends avec impatience votre point de vue dans les commentaires parce que c'est un cas de figure qui revient très souvent dès qu'un groupe commence à avoir énormément de fame. Il y a toujours cette question de est-ce que ce groupe doit quelque chose à son auditeur? Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai toujours apprécié les groupes qui arrivaient à évoluer au fur et à mesure de leur carrière. Et je trouve que aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur on aime être nous-mêmes, évoluer, faire les choses qui nous plaisent. Mais par contre, ça s'applique pas trop à notre groupe préféré qui devrait rester le même 10 ans après, quoi. Alors effectivement, je vais pas vous mentir, j'ai moins pris Amo dans la face. Mais je pense que ça arrive de juste ne plus sentir la cible principale sans pour autant crier au scandale. On n'a plus de scream ou de gros riffs, mais des morceaux pop radio que je trouve ultra efficaces et qui montrent la versatilité du groupe en fait. Peut-être devrait-il créer un nouveau nom à chaque album? Dites-moi ce que vous en pensez, on en discutera. Pour revenir à des choses plus techniques, j'aimerais mentionner quand même sur cet album le nouveau son de guitare de Limalia, un son de P90 en position manche, ultra détaillé, moins saturé. Hey Jamy, j'ai trouvé un groupe qui veut bien de moi. Et je trouve que ça montre quand même l'ouverture d'esprit du groupe et la recherche du son qui va coller au morceau, plus que d'essayer de se rappeler de sons qu'on avait à l'époque. Ce moment marque sûrement l'un des moments les plus controversés de leur carrière, avec deux fanbases qui se séparent, que j'appellerais les fanatiques d'un côté et les frustrés de l'autre. Ça donne place à des images folles de concerts où ils enchaînent des morceaux pop et des anciens morceaux de deathcore devant un public complètement paumé. C'est à ce moment-là que leur qualification va passer d'aseptisé à expérimental, puisqu'en 2020, ils sortent l'EP Posthuman Survival Horror. Le métal est de retour! Wouh! Le métal est de retour. Premier morceau, ça part pleine balle. On retrouve des influences de Sempiternal
l'imagerie devient plus importante et devient une marque de fabrique. On retrouve également pas mal de feats, dont celui avec Youngblood sur Obey, qui vient ramener énormément de nouveaux auditeurs. C'est le premier projet du groupe où je commence à les voir comme producteur, arrangeur. Tout le projet en fait est suivi, il y a un fil conducteur avec des transitions, des samples. Chaque son de guitare, de batterie est travaillé pour chaque émotion, chaque morceau. Ça leur donne un aspect vraiment professionnel, ils ont passé un cap. On sent clairement que l'expérience qu'a pris le groupe leur permet d'aller où ils veulent sans se préoccuper de l'opinion publique. Ce qui va plutôt bien leur réussir, puisque l'album est bien reçu, malgré quelques éternels réfractaires qui continuent de se sentir trahis et abandonnés en 2010. La période Covid va, comme pour beaucoup de groupes, mettre un énorme coup d'arrêt, mais particulièrement ici, puisque Oli va déclarer en 2021 être retombé dans l'addiction. Malheureusement habitué à ses soucis avec des addictions à la kétamine, l'alcool, il avait déjà fait une cure de désintox juste avant Sempiternal. Il explique avoir pris avec sa femme une retraite spirituelle désintox dans un ashram, une sorte de temple monastère au Brésil, non loin de la ville d'origine de cette dernière. Ils se sont totalement déconnectés du monde et des réseaux pendant environ un mois. Bonne pause dans la carrière du groupe forcément, mais 6 singles vont être sortis de façon un peu aléatoire jusqu'en 2024, où, sorti de nulle part, arrive un nouvel album intitulé Posthuman Next Gen. Ça c'est mon truc préféré. Posthuman Next Gen. Je fais le même geste à chaque fois. On aura donc eu le droit à 6 singles en 4 ans, un album repoussé, le départ de Jordan Fish en cours de travail pour des raisons un peu floues, noyé dans un média training peu intéressant. Toujours est-il que cet album est encore une fois un projet complet. Multistyle, critiqué par certains comme toujours, mais qui montre pour moi un amour du rock, metal et de la musique au sens large du terme, dans une expérience musicale complète et diversifiée. Ils sont au sommet de leur art, il n'y a pas à mon goût de mauvais morceaux, tellement le flow de cet album est bien travaillé. On passe de hit radio avec Utopia, like a cemetery. des breakdowns hyper pop, deathcore, hypercore, j'imagine, mais toujours avec de giga refrains, comme dans Top 10 Statues That Cry Blood. Putain, l'accent et tout. On a ensuite un morceau type Deftones, Limousine, feat Aurora. Oui, la voix dans La Reine des Neiges 2. C'est important que tu mettes les... T'es pas obligé de mettre ma voix, mais tu peux... Bah, ok. Ensuite, un presque pop-punk rock feat Underoath sur Bullet With My Name On. Et des feats fous comme sur Amen, avec par exemple... Trippie Redd. Non, Lil Uzi Vert. Lil Uzi Vert. J'ai lu un peu partout que cette variété créait un projet décousu, une sorte de melting pot d'inspirations diverses et variées, mais mon avis est que ce qui fait le lien dans cet album est bien au-delà de la simple musique. Dans le sens où je retrouve un fil rouge, peu importe les styles utilisés, une patte BMTH qui a mis 20 ans à se peaufiner, pour arriver à un groupe de musique plus orienté métal, mais difficilement classable aujourd'hui. Plus j'écoute cet album, plus je découvre de petites nuances super agréables. Il se termine avec le majestueux Dig It, une sorte de résumé de tout ce qu'ils sont capables de faire. Le morceau démarre avec une simple voix instru très calme et évolue vers une sorte d'explosion électronique, puis un breakdown monstrueux ultra moderne. C'est vraiment un morceau qui me fout les poils du début à la fin, c'est clairement mon morceau préféré de l'album. C'est un groupe que j'ai apprécié voir évoluer, plus ou moins proche de mon évolution personnelle, en tant que musicien, mais aussi en tant que simple auditeur. Est-ce que simple auditeur, c'est pas réducteur ? Oh, j'en ai rien à foutre, si les gens ils se sentent... Ok. Non mais les gens vont se dire, il fait de la musique, il est supérieur aux autres. Ok.
Parce que je le suis, enfin... Oui. Je veux dire, j'ai quand même une oreille... Oh là là, on est en train d'enregistrer. Pardon. Les quelques recherches que j'ai effectuées pour écrire cette vidéo, ça m'a totalement remis dedans. Je me suis fait toute leur discographie. Et aujourd'hui, je suis heureux que ce soit l'un des étendards du mouvement que j'aime le plus. Pour des personnes non initiées, mais curieux de découvrir plus de musique, pas forcément définie par un genre précis. Juste de la musique qu'on aime ou non, qui va un peu partout, mais qui garde une identité forte. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos morceaux préférés de BMTH, ou même d'autres groupes qui ont un peu changé votre façon d'écouter de la musique. Mettez un petit like si ça vous a plu. Partagez autour de vous si vous connaissez des fans. On vous met dans la description les liens de nos réseaux et du site de la Bulle Bleue pour que vous puissiez venir faire de la musique avec nous. En attendant, portez-vous bien, écoutez un max de musique, c'est le plus important. Ciao.